Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle conférence de la FFEMC. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Éric Collier, docteur en anthropologie et diplômé des arts internes de l'Université des sports de Pékin, qui bien sûr nombreux bouquins à son effigie et conférencier invité aux Journées mondiales de la science du Tai Chi en 2021 et 2022. Éric Collier, merci de ta présence parmi nous ce soir. Et je ne sais pas si j'ai raté quelque chose dans ta présentation. Si tu veux en dire quelques mots de plus, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Ilias, pour cette invitation. Donc, je vais mettre tout de suite, voilà, ma keynote, puisque je travaille sur Apple. Voilà. Donc, ici, je remercie la Fédération des arts énergétiques et martiaux chinois, et en particulier, donc, Ilias, qui vient de me présenter. Je peux voir son dynamisme avec tous les événements que nous avons vus juste avant. Je vais essayer, puisque le thème c'est ralentir, de ne pas parler trop vite. Et je vais commencer par quelques balises, donc avoir un peu une idée de comment cette heure va se dérouler. Donc, je vais commencer, puisque c'est le thème de nos pratiques entre Orient et Occident. Puis, je rappellerai ce que j'entends par Tai Chi Chuan, quel est mon vécu, mon parcours, mon expérience, et aussi mon positionnement, donc d'où est-ce que je parle. Et donc, le cœur, le fil rouge de cet exposé, ce sera en rapport avec la notion du corps chez les taoïstes. Pour les taoïstes, le corps, c'est à la fois le corps humain, c'est le corps social et le corps cosmique. Et donc, c'est bien les trois thèmes, prendre soin de soi, des autres, dont je parlerai plus particulièrement d'entrer en empathie avec l'autre, avec les autres, et prendre soin également du monde, entrer en résonance avec le monde. Vous livrerez aussi ce qui a été mon fil conducteur dans toutes mes recherches et expériences, et je vous parlerai des applications et peut-être d'applications qui me semblent plus pertinentes et un peu moins connues avant de conclure. Entre Orient et Occident. Un nombre d'Occidentaux rêvent de sagesse orientale, et donc dans un petit livre qui s'appelait Approche traditionnelle et scientifique du Tai Chi Chuan, livre qui est en accès libre, j'ai déconstruit quelques notions. Donc dans nos pratiques, on parle souvent de tradition, de maître, d'énergie. Et puis, si on demande à un nombre de pratiquants, même d'enseignants, ce qu'ils entendent par là, mais beaucoup ont des difficultés à préciser ces concepts. Ces dernières décennies, trois piliers ont transformé ma vie. Le premier, donc c'est bien la pratique et l'enseignement des arts internes chinois. Donc, pour faire simple, je dirais Tai Chi Chuan, Qigong, méditation. J'ai eu également la chance de pratiquer, d'enseigner du Xing Chuan et du Baguazhang. Et je dirais que pour les arts internes, le terme Neigong est peut-être plus approprié que Qigong. Le troisième pilier, c'est la pratique et l'engagement dans quelques voies initiatiques occidentales qui ont éclairé des aspects de mes expériences extra-orientales. Donc, du côté de l'hermétisme, du côté de la chevalerie et du côté du druidisme. Peut-être que les druides sont nos taoïstes occidentaux. Et donc, ces expériences-là, donc des trois piliers en interaction, ça a été l'objet de ce petit ouvrage entre Orient et Occident, Voyage initiatique d'un anthropologue. Donc, le premier pilier, les arts internes chinois, je les ai découverts au début des années 80, j'étais au début de la vingtaine, et fin des années 80, j'ai décidé d'aller m'abreuver au berceau de ces arts internes en Chine. Ça a été le dépaysement radical. Donc ici en Occident, nous sommes habitués à tout prévoir, à rechercher une position stable. Le Tai Chi Chuan, reflet du mode de pensée chinoise,
invite au mouvement, invite à suivre la propension des choses. Il nous montre que la seule chose qui soit permanente, c'est le changement. Nos religions nous promettent le salut, leur sagesse traditionnelle vise à la longue vie. Nous avons tendance à analyser, ils préfèrent approcher les choses de manière globale. Nous raisonnons, R-A-I, logiquement, ils raisonnent, R-E accent, par analogie. Nous aspirons à la vérité depuis l'influence de la philosophie grecque, c'est une caractéristique du mode de pensée en Occident. Eux se contentent de ce qui fonctionne. Nous pensons en termes de particules. Ils privilégient les relations. Nous révérons l'acte créateur. Ils célèbrent le processus. Évidemment, il y a eu des récits de la création en Chine, mais ça n'a pas l'importance que ça a en Occident. Pour employer des termes techniques, nous sommes plus intéressés par la cosmographie, cosmogonie, et eux préfèrent la cosmologie. Quand nous jouons aux échecs, et j'ai eu l'occasion d'y jouer un tout petit peu, c'est un peu le prolongement des arts guerriers occidentaux, et on trouve ce type d'attitude non seulement dans les sports de combat, mais dans la plupart des sports où l'idéal, c'est d'abattre l'adversaire, de l'anéantir. Le Tai Chi Chuan, comme le jeu de Go, indique un tout autre chemin. S'accorder avec l'adversaire, entrer en harmonie avec lui. Quelle curieuse façon d'envisager le combat. Et donc, cette rupture, ces écarts de pensée m'ont amené à des questionnements assez fondamentaux. Qu'est-ce que ressentir? Qu'est-ce que concevoir? Qu'est-ce qu'agir? Quelles sont les parts de nature et des cultures? Eric, je m'excuse de te couper. Oui, Je ne sais pas si votre diapo est déjà lancée, parce que nous, oui. on ne l'a pas de notre côté. Ah bon? Oui, on n'a pas, c'est ce que je me disais, on n'a pas le partage de votre écran. Donc, si tu voulais essayer un test pour voir si ça marche. Ah pardon, mais il fallait le dire. Voilà. Oui, je ne savais pas si c'était toujours l'intro ou pas. Donc, voilà. Voilà. C'est mieux que je Donc, prévienne tout de suite qu'il y a un diaporama qui suit votre prise de voilà. parole. Donc je suis ici à partager. Voilà, Voilà. essayez de refaire un partage d'écran. Voilà. Donc, partager. Euh, partager. Et, Ah, super. Là, et on l'a. voilà. Donc, Là, je ça marche. suis Est-ce que vous pouvez vraiment. le faire en plein écran ou le laisser comme ça? Oui, 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 Parce qu'on a voilà. Je l'habitude de suis vraiment désolé. Ici, voilà, je vais mettre libre. Voilà, Ça y c'est est ce que je me plus. disais aussi. Voilà. Pas de Donc, souci. Je vous laisse reprendre. je vais reprendre. Donc, voilà, ça, c'était le titre. Ici, j'ai plus de possibilité d'agir sur. Excusez-moi, mais je ne sais pas. Ah voilà. Donc, ça y est. Donc, j'ai précisé donc quelques balises pour nous repérer. Donc, je ne vais pas les reprendre. Et puis, j'étais ici donc entre Orient et Occident. Et donc, après ces voyages à la source, j'ai ressenti vraiment un passage de l'ethnologie à l'anthropologie. Et donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Au début de mes voyages en Extrême-Orient, il y a eu, comme chez beaucoup d'Occidentaux, une période de fascination, et donc qui a été accentuée par la lecture de quelques ouvrages de François Julien. Et puis, avec juste quelques séjours là-bas, fin des années 80, début des années 90, j'ai développé non pas la grande illumination, mais un tout petit peu de lucidité, ce qui m'a amené à prendre de la distance avec certains, ce que j'appelle des taoïstes, des taoïsants traditionalistes ici en Occident, proposant du prêt-à-penser rassurant. Un certain nombre d'entre eux ne sont jamais vraiment allés en Orient ou en Extrême-Orient. S'ils y sont allés, c'est souvent pour faire du tourisme, voire du tourisme culturel, comme on peut le faire à Shaolin ou bien à Wudang. Et donc, ces rendez-vous
fréquents avec l'altérité, donc ce monde tout autre, m'ont permis de petit à petit découvrir mon identité. Donc, quand on est dans un monde comme le monde chinois à cette époque-là, ben, on ne sait ni parler, ni lire, ni écrire. Et donc, même les gestes n'ont pas tout à fait les mêmes significations. Et donc, on n'a aucun repère dans dans ce monde-là. Et puis, petit à petit, on commence à comprendre, à s'y retrouver. Certains vont nous aider. Et quand on revient chez soi, on est à ce moment-là un peu perdu, dépaysé. À un moment donné, on a une certaine facilité de se mouvoir dans les deux mondes. Et puis, petit à petit, on trouve des possibilités de passer d'un monde à l'autre. Et donc, les anthropologues qui vivent cela vivent vraiment un rite de passage. Et donc, à partir de ce moment-là, plutôt que d'être intéressé par les différences, ce qui m'a le plus attiré, c'était les points communs. Et donc, je suis passé de l'ethnologie à l'anthropologie. Et à ce moment-là, ça a été les lectures et aussi les échanges tout à fait extraordinaires avec Jean-François Bilter, qui, par exemple, dans un de ses ouvrages que j'ai lu je ne sais combien de fois, Leçon sur Chuanzi, Chuanzi qui est présenté par beaucoup de sinologues comme l'un des plus grands penseurs chinois, il n'y a pas d'explication. Jean-François Bilter nous fait entrer dans des descriptions fines d'expériences humaines fondamentales. Qu'est-ce que la maîtrise? Qu'est-ce que la transmission? Quelles sont les différences entre nature et culture? Nous sommes entraînés au cœur de l'expérience humaine. Alors, qu'est-ce que j'entends par Tai Chi Chuan? Tai Chi Chuan, c'est un art aux multiples facettes. Donc, nous savons tous, art martial, donc j'ai bien dit art martial, pas un sport de combat. Technique de bien-être, c'est à la mode, donc avec tous les risques que ça comporte, par exemple, épicratie, où chacun est dans sa petite bulle, cherche le bien-être et quelque part se déconnecte du monde. Qigong, gymnastique douce, quand on pratique les postures statiques en Tai Chi Chuan pendant un certain temps ou en Sing Chi Chuan, on se rend compte que ce n'est que l'apparence qui est douce à l'intérieur, il y a un travail d'une puissance tout à fait étonnante. Méthode de santé, sagesse, et pas simplement une sagesse spéculative, mais une sagesse qui se vit dans le corps, une sagesse pratique qui se vit dans la chair. C'est une méditation, on parle aujourd'hui beaucoup de méditation, c'est une méditation en mouvement. Pour moi, ce qui est tout à fait typique et unique du Tai Chi Chuan, c'est que c'est tout cela à la fois, sans que ça soit un amalgame. Mais je dois souligner tout de suite que peu d'enseignants, que peu de pratiquants le vivent dans cette dimension-là. J'y reviendrai. On peut dire que c'est un art de l'intériorité. L'accent est mis sur le souffle. Maintenant, en mettant l'accent sur le souffle, certains négligent le conditionnement physique. Et donc, pour moi, il y a un travail sur le souffle, il y a un travail d'étirement, un travail de renforcement des muscles profonds. Je l'ai dit, donc l'importance, et c'est ça le fil conducteur, du corps taoïste, qui est à la fois le corps humain, le corps social, la collectivité, et le corps de la nature. Nous trouvons en Tai Chi Chuan les trois piliers de la pensée traditionnelle chinoise, même si le Tai Chi développe principalement l'un d'eux. Tai Chi, c'est le symbole yin-yang, c'est la logique du tiers inclus. Le deuxième pilier, ce sont les 5 éléments, terre, eau, bois, feu, métal, qui sont davantage travaillés dans le Sing Chuan, mais ce n'est pas l'objet de cet exposé. Ils sont également présents en Tai Chi Chuan, et là, nous avons affaire à une approche systémique qui nous fait vivre que chaque élément est en interdépendance avec tous les autres. Et le troisième pilier, ce sont le livre des transformations, qui nous fait vivre une conception dynamique des êtres et des phénomènes. Parcours,
Pendant les années 1990, j'ai eu le bonheur. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait aussi des passages, des traversées du désert qui correspondaient à ces moments de grâce, une quinzaine de séjours d'études en Chine. Chaque séjour durait plusieurs mois. Et donc, ce qui caractérisait donc ces séjours, c'était différents points de vue. Donc, le point de vue académique via l'Université d'éducation physique de Pékin, qui est devenue après l'Université des sports. C'était le point de vue d'une transmission traditionnelle après quelques séjours là-bas dans l'Empire du Milieu. Et puis, ça a été aussi également le point de vue des fédérations. Au tout début des années 1990, j'ai participé à la création de la Fédération internationale de Wushu. Et également, donc, en 95, les cours d'arbitrage international à Shanghai. Alors, au point de vue de la recherche, sont des rencontres fin des années 90 qui m'ont amené progressivement à avoir un parcours du côté de la recherche, des collaborations avec différents milieux académiques occidentaux. Ça a été sans le vouloir, donc il y a une certaine cohérence après coup, le corps, l'éducation physique et la kinésithérapie à l'université de Louvain, puis la philosophie, l'histoire des religions à l'université de Bruxelles, donc le corps, l'esprit, puis après le corps social, la sociologie à la Sorbonne, et puis finalement, vers la cinquantaine, une thèse en anthropologie à l'université de Nice-Sophia Antipolis. Ce qui est assez caractéristique, il y a une particularité, c'est qu'en général, un chercheur est dans une discipline et étudie au cours de sa carrière un nombre de sujets. C'est un peu l'inverse. Moi, j'ai étudié le même sujet, les arts internes chinois, à travers diverses disciplines. Il y a également tout un pan de la redistribution des acquis, des quelques milliers, plus d'une dizaine de milliers d'élèves au cours de 35 ans, mais aussi quelque chose qui a pris de plus en plus de place, c'est la formation d'enseignants, donc les plusieurs masterclass par an, et aussi le souci d'aller développer ce qui avait été intégré en dehors de ces circuits-là et notamment dans le domaine de l'entreprise. Une autre façon de redistribuer, c'est les vidéos et les livres. Mon positionnement, je parle du Tai Chi Chuan par convention, comme certains parlent du coaching ou de la médecine. Je ne pense pas que le Tai Chi Chuan ou le Qigong existe en soi. C'est ce qu'on appelle dans le jargon l'erreur essentialiste. Il est ce que les pratiquants en font dans un certain contexte. La question clé n'est pas comme ici en Occident, que pratiques-tu? Est-ce que c'est le style Yang ou le style Shen? Quand j'étais là-bas en Extrême-Orient, les questions clés, c'est comment tu pratiques et avec qui? Qui est ton professeur? Qui est ton maître? Et donc, je pense qu'il faudrait utiliser des pluriels. C'est le titre emblématique de Nancy Middle, qui a été ma directrice de recherche en anthropologie, qui est spécialiste du chamanisme, qui a écrit l'écologie des trans. Donc, il n'y a pas une seule trans, chaque trans est particulière au contexte et dépend, donc l'écologie, du contexte dans lequel elle se développe. Alors, le point suivant, c'est ce que j'appelle l'erreur de catégorisation. Donc, ici, depuis plus de 30 ans en Occident, ben, je me sens limité, je me sens forcé d'entrer dans l'une ou l'autre catégorie et aucune des catégories proposées ne me convient. Donc, première catégorie, c'est le domaine du sport. Et pour avoir été sportif dans l'équipe nationale belge en athlétisme, le fondement du sport, ça reste quand même la compétition. L'autre alternative au sport, c'est le nouvel âge. Nouvel âge, développement personnel, dans le sens que je développais tantôt.
Donc, en général, c'est proposer des recettes faciles pour être dans une sorte d'harmonie, mais une harmonie coupée du monde. Et donc, en entreprise, beaucoup proposent ces recettes et donc chacun devient responsable de lui-même. Les institutions ou l'État qui a de gros problèmes, c'est plus ça, c'est les individus qui sont maintenant responsables. Ma méthode de recherche est plus du côté de la transversalité. Donc, la transdisciplinarité, c'est ce que je vous ai montré tantôt dans les différentes disciplines. Alors, l'anthropologie est importante pour moi, puisqu'en anthropologie, on part sur le terrain et on part du terrain. Il y a vraiment une immersion où on donne la parole à ceux qu'on étudie avant de réunir ces entretiens et de prendre soi-même la parole, non pas pour créer un système, mais pour faire un essai de théorisation. Donc, on rentre maintenant dans le cœur du sujet, prendre soin de soi. Donc, première précision, c'est une différence entre deux approches. Les termes anglais, c'est to cure et to care. Donc, en Occident moderne, nous traquons la maladie, on isole, on évacue l'humain. Les approches traditionnelles, et la chinoise en particulier, promeuvent la santé, placent l'humain au centre. Les états de santé et de maladie, ainsi que les positions de soignants et de soignés, sont élaborés culturellement. Quand on prend un médicament, on absorbe un monde. Une maladie possède donc une cause du point de vue biologique, une signification sur le plan social et un sens au niveau individuel. Le Tai Chi Chuan n'est pas une collection de techniques, mais une rééducation à la perception, une éducation à la perception. Lorsque l'on pratique quotidiennement le Tai Chi Chuan, l'objet, c'est pas d'intérioriser une norme, mais de redécouvrir en soi et de savoir comment les utiliser au mieux en face avec notre environnement, la plus grande gamme possible de nos capacités gestuelles, sensitives et attentionnelles. La fonction principale, c'est d'éduquer à d'infinitésimales variations d'énergie pour retrouver dans le geste du liang la densité de la vie. On passe ainsi du geste mécanique au geste habité, c'est le thème de l'un de mes articles. Et donc, Jean-François Biltet explique ça remarquablement dans son ouvrage L'art chinois de l'écriture, où il explique que toutes les techniques traditionnelles ne sont jamais des finalités. Ce sont simplement des moyens. En pratiquant les techniques et en essayant de répondre à ce que la technique traditionnelle nous propose, nous demande, en réalisant cette ascèse, nous découvrons notre activité intérieure, notre activité propre, notre propre corps. Et donc, il y a deux intégrations, l'intégration de la technique qui est un support, un moyen pour une intégration dont on ne se rend pas compte au début et qui est l'intégration de nos ressources profondes. En Tai Chi Chuan, il y a donc toute cette redécouverte du corps sensible. Ici, c'est souvent le mental qui nous guide et nous avons un tas d'outils qui nous donnent un tas d'indications sur notre corps. Et plus nous avançons, plus nous sommes coupés de notre capacité de perception. Et donc, mon domaine de recherche, ce sont les pratiques de conscience du corps. Il y a un petit ouvrage chez UPPR où je travaille là-dessus avec un sous-titre « Éveil des sciences, éveil de la conscience ». Et puis, à la suite de ça,
de ce petit livre, j'ai eu une demande pour de nouveau réfléchir sur ce titre-là. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que les pratiques de conscience du corps, c'était juste une partie, que peut-être le plus important, c'était pas simplement prendre conscience du corps, mais prendre conscience par le corps. Alors, ces pratiques, c'est ce que certains appellent des pratiques de soi. Les pratiques de soi, cet ensemble d'exercices spirituels, respiratoires et chimiques font partie du vieux fonds culturel chinois. C'est le travail de Romain Graziani, les 4 traités de l'esprit, qui, je pense, était sa thèse de doctorant en sinologie. Et ce qu'il explique, c'est que le premier était intéressant, et puis déjà les autres, il y avait une sorte de récupération. Ce qu'il explique et qui vaut la peine d'être souligné, c'est que ça a toujours été une minorité qui s'est intéressée à ces pratiques de soi. Je crois que c'est encore le cas aujourd'hui, au-delà de l'effet de mode, ceux qui sont vraiment intéressés par un travail de transformation intérieure, ça reste voilà, une minorité. Apprendre par corps, c'est bien la démarche qui a été le guide de Jean-François Bilter. Au début de sa carrière, il était interpellé par un passage du Lao Tzu qui était incompréhensible pour les spécialistes de la culture chinoise de diverses époques, qu'ils soient chinois, qu'ils soient occidentaux. Et il a découvert une explication limpide par un pratiquant de techniques traditionnelles du souffle. Et donc pour lui, ça a été la prise de conscience de l'importance d'apprendre par corps. C'est ce qu'on a aussi retrouvé dans les sciences cognitives avec quelqu'un comme Francisco Varela, avec toujours des termes un peu savants, l'énaction. Notre cerveau, serait pas tout à fait, pas seulement un logiciel, même si on a cette image-là qui est très présente. La connaissance émerge et naît de notre rapport avec le monde. Et donc pour lui, la véritable, et pour l'énaction, la véritable connaissance, c'est celle qu'on acquiert dans l'action, qui s'intègre dans la chair et où l'individu se co-construit avec son environnement. Alors ce type de travail, apprendre par corps, un autre usage de soi, nécessite, et ceux qui pratiquent du Tai Chi Chuan s'en rendent compte, d'abord un désapprentissage avant de découvrir une autre façon d'utiliser son corps, un autre usage de soi qui permet de passer d'une efficacité coûteuse à une efficience économe, ce que les Chinois appellent suivre la propension des choses, saisir l'opportunité, plutôt que d'être avalé par le temps représenté dans la tradition grecque par Chronos, c'est saisir l'opportunité kéros. Ici, puisqu'il est question de prendre soin de soi, au niveau des approches de santé, on a parlé longtemps de médecine parallèle, donc c'est qu'il n'y a pas de point de rencontre. Puis après, alternative, on n'a pas trouvé ce qu'on cherchait d'un côté, on recherche une alternative pour finalement aller vers une idée de complémentarité et encore plus loin pour une approche de santé intégrative où les approches scientifiques, technologiques sont intégrées, mises ensemble avec des approches plus holistiques comme le yoga, le tai chi chuan, le qigong. Et donc, ce type d'approche intégrative, c'est responsabilité des patients qui sont plus tout à fait patients, qui deviennent acteurs de leur santé. Tai Chi Chuan, j'aime le traduire par l'art de l'intégration. Chuan, l'idée de combat, art martial, est peut-être le premier mot, art, parce que c'est aussi un art de vie. Et donc, le symbole Tai Chi, qu'est-ce que c'est sinon l'intégration des opposés qu'on va rendre complémentaires.
Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous intégrons le haut et le bas pour trouver notre verticalité, l'avant et l'arrière, la droite et la gauche, l'intérieur et l'extérieur. La fluidité et la souplesse de nos pratiques viennent d'un bon dosage qui se transforme tout le temps entre tonus et détente. Et donc, c'est la caractéristique du courant taoïste, c'est cette capacité d'intégrer des courants différents dans un ensemble cohérent. J'ai repris cette idée-là dans ce que signifie le tai chi pour moi, mon expérience du tai chi. C'est, je pense, ce qui fait aussi que ces traditions peuvent être vivantes et pas entrer dans le traditionnalisme. Et donc, l'intégration, c'est bien un des ouvrages de Bilter, c'est bien le paradigme pour Bilter. Entrer en empathie avec l'autre. La pensée traditionnelle chinoise, mais je pense nombre d'autres pensées traditionnelles s'inscrivent dans le réel plutôt que de s'y superposer. Les approches traditionnelles privilégient l'implication à l'explication. La mise en relation et le mouvement caractérisent la pensée chinoise qui est une pensée synthétique, dynamique et fluide, comme la pratique du tai chi. Les qualités développées par la poussée des mains, ce qu'on lui montre dans un premier temps, donc la poussée des mains, c'est je suis en contact avec les poignets, avec les coudes, puis avec n'importe quelle autre partie du corps, je conserve le contact avec le partenaire, d'abord sur place et puis en déplacement. Et donc la première qualité, comme dans nombre d'approches traditionnelles, c'est se poser et développer la capacité de s'ouvrir, d'être à l'écoute de l'autre. Et donc, c'est étonnant qu'on nous demande d'être à l'écoute par le toucher. Quand après, on travaillera à distance avec le partenaire, on nous demandera d'écouter la dynamique du partenaire par le regard. Deuxième qualité, c'est comprendre. Comment comprendre dans quel sens il va bouger, avec quelle vitesse, avec quel rythme, avec quelle force. Et donc, quand il vient vers nous, on adhère. Quand il se retire, on colle pour conserver le contact avec lui. Cela nous permet d'assimiler sa dynamique, de l'absorber, de la remettre en terre, de la guider dans le vide. Et puis, de pouvoir répondre de la manière la plus appropriée. De la poussée des mains aux mains collantes, c'est un ouvrage écrit assez récemment avec une préface, certains le connaissent, Jean-Jacques Sagot. Et donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'au début, on est en contact, et c'est un contact, il y a de la tension, un contact musculaire chez les débutants. Les maîtres chinois disaient que les mains, les avant-bras du débutant sont comme du bois mort. Et après, petit à petit, on perçoit la structure osseuse du partenaire. À travers un contact avec le coude, avec l'épaule, toute ma structure osseuse se connecte avec sa structure osseuse. Puis je peux aller plus loin et je sens une sorte de liaison organique. Je sens le flux qui se développe dans son corps qui est absorbé dans le mien et dans l'autre sens. Et puis, plus j'avance dans cet exercice, à un moment donné, on devient capable de deviner la moindre intention de l'autre avant qu'il n'ait effectué le moindre micro-mouvement. Et donc, c'est suivre le partenaire comme son ombre, c'est ce que nous proposent les textes classiques du Tai Chi Chuan. Et donc, il y a énormément d'images au nom des postures. Le serpent qui rampe, le coq d'or se tient sur une patte, la grue blanche déploie ses ailes, sont chaque fois des images. Les sciences cognitives nous ont montré qu'on pensait par image. Et donc, toutes les qualités qui sont développées quand on peut suivre le partenaire comme son ombre, et lui aussi, sont les qualités d'une communication enrichissante. Et donc, qu'est-ce qu'on cherche dans ce type de travail? C'est simple à formuler, c'est très difficile à réaliser, ça prend des mois, des années. Il n'y a ni opposition, mais il n'y a pas non plus fusion. Et donc, c'est ce très haut niveau d'empathie. Entrer en résonance avec le monde.
Le Tai Chi Chuan, on pourrait dire que c'est une sorte d'éloge de la lenteur dans un monde en pleine accélération. Et donc, cette pratique nous permet de ralentir le geste extérieur tout en calmant le tumulte intérieur. Je vois bien chez des débutants, c'est comme si on les forçait, c'est comme s'ils se forçaient à ralentir. À l'extérieur, ça va lentement, mais dans la tête, ça continue à aller vite. Et puis petit à petit, donc, c'est comme si ce mouvement extérieur ralenti allait permettre de ralentir aussi le mouvement de la pensée pour pouvoir amener petit à petit une resynchronisation. Et donc, en cultivant cette connaissance aiguisée de soi, comme on l'a vu dans le premier chapitre, prendre soin de soi, cet art de l'intégration, en le transposant avec des partenaires, mais petit à petit, on élargit encore son niveau d'intégration et son niveau de perception pour intégrer l'environnement. Et donc, un auteur, donc j'ai parlé d'un passage par la sociologie à Paris 5 avec Michel Mattesoli, qui travaillait beaucoup sur les pratiques de l'imaginaire, sur les théories de Gilbert Durand, les structures anthropologiques de l'imaginaire, à partir de schémas posturaux qui rappellent ceux du Tai Chi. Et donc, j'ai gardé donc un intérêt pour la sociologie. Et ces dernières années, le sociologue qui m'a beaucoup interpellé en rapport avec ce qu'on vit et ce que sont les apports du Tai Chi Chuan, de la lenteur, c'est un sociologue allemand, Hartmut Rosa. Et donc, il a écrit un gros volume sur l'accélération. Et puis après, un tout petit livre où il montre comment cette accélération nous aliène. Et donc des formes d'aliénation sévères, c'est plus totalitaire que le régime le plus totalitaire. Selon Rosa, il y a eu des aliénations par rapport au temps, par rapport à l'espace, par rapport à nos actions, par rapport à nous-mêmes et par rapport aux autres. Et donc, sous la pression d'un rythme de plus en plus accru, Rosa dit, les individus font désormais face au monde sans pouvoir l'habiter et sans parvenir à se l'approprier. Donc pour moi, j'avais écrit ça dans un article, le Tai Chi, ça permet d'être habité par le monde, d'intégrer le monde, et l'inverse aussi, de s'intégrer dans le monde. Et donc ici, c'est devenu, avec cette accélération de plus en plus compliquée, voire impossible, où on n'a plus cette possibilité d'habiter. C'est ce que je ressens aussi quand je travaille sur un sujet, c'est trouver la bonne distance, habiter mon sujet et être habité par le sujet. Alors, dans le temps, il nous montre que nous avons une multitude d'activités, mais qui sont isolées les unes des autres, qu'il n'y a pas de réel fil conducteur, donc peu d'inscriptions dans la mémoire, et ça nous amène à la perception qu'on ressent que le temps semble se consumer par les deux bouts. Puis après, il parle de l'aliénation par rapport à l'espace, et donc il cite une anecdote assez étonnante, interpellante, c'est qu'avec les personnes qui voyagent de plus en plus aux quatre coins du monde tout le temps, ils sont tellement désorientés qu'ils ne savent plus où ils sont. À force de vouloir être partout, on est nulle part. Et donc, ils téléphonent dans les grands hôtels en pleine nuit pour demander où ils sont. Alors, l'aliénation par rapport à nos actions, nous possédons de plus en plus de choses et nous les utilisons de moins en moins. L'aliénation par rapport à soi et aux autres, des deux côtés, Rosa va parler d'une saturation. Donc, il y a une telle saturation remplie de tout, jusqu'au débordement, que finalement, la seule solution, c'est de se détacher, et une saturation sociale, un désengagement. Nous croisons une multitude de personnes, mais sans vraiment pouvoir établir de relations. La résonance. La relation de résonance, pour Hartmut Rosa, désigne un phénomène d'interaction dynamique entre le sujet et le monde. Et donc pour lui, la réussite ou l'échec de notre vie dépend de la façon dont nous faisons passivement l'expérience du monde et dont nous nous l'approprions, nous l'assimilons, c'est ce que j'ai dit tantôt. Et donc une vie bonne, c'est le résultat
d'une relation au monde caractérisée par l'instauration et le maintien d'axes de raisonnement stables grâce auxquels les sujets peuvent se sentir portés et protégés dans un monde accueillant et responsif qui nous répond. C'est aussi le thème d'un livre de David Abraham, Pourquoi, comment, voilà, nous avons perdu ce contact avec le monde, avec la Terre. Pourquoi est-ce qu'elle nous répond plus? Et donc, pour Harmon Rosa, la relation au monde est d'abord corporelle. En tant que pratiquant de Tai Chi, on ne dira pas le contraire. Et donc, c'est cette capacité, comment est-ce qu'on se tient dans le monde? On se tient sur nos pieds. Nous le sentons sous nos pieds, il nous porte. Et pour ça, il faut avoir confiance, il faut lâcher prise, cette assurance que le sol nous porte. Et donc, c'est ce qu'on travaille en Tai Chi Chuan, dans nos pratiques corporelles occidentales. Les forces partent du haut, partent de l'extérieur. En Tai Chi Chuan, c'est le yin qui soutient, qui nourrit le yang. Donc, on va sentir que la force va partir d'en bas, de la terre et de l'intérieur. Alors, rentre le monde indisponible, et donc il montre à travers ce troisième volet qu'en fait, à vouloir tout contrôler avec les sciences et les techniques, à vouloir que les choses soient disponibles en permanence, ben, tout va vers le chaos, tout nous échappe, le monde se referme mystérieusement, il devient illisible et muet. Le désastre écologique montre que la conquête de notre environnement, mais finalement, façonne un milieu hostile. Cette volonté de contrôle qui amène l'inverse, donc sinon pas, voilà, nous ne comprenons pas à grande échelle le symbole yin, c'est qu'une polarité, si on la nourrit trop, et l'inverse, l'autre polarité, c'est ça qu'en fait Harmon Rosa nous montre. Se reconnecter au vivant. Et donc là, Bernard Andrieux parle d'écologie corporelle, Arnas, un philosophe, parle d'écologie profonde. Et donc c'est l'écologie, donc quand on pratique vraiment ces techniques intérieures comme les arts internes, c'est plus une idéologie, c'est plus un devoir. On sent par le souffle ce lien vital, ce lien vivant qui nous relie au cosmos, on le sent. Voilà. Et donc, qu'un biologiste, Olivier Hamon, développe, c'est qu'il montre qu'en fait, toute notre société basée sur la performance épuise la Terre, épuise les individus. Et donc, ce qui propose, plutôt que la performance, ça va à l'encontre, c'est plutôt que d'optimiser, c'est sous-optimisation. Donc, il dit ce ne sont pas les individus les plus adaptés qui survivent, mais les individus les plus adaptables. Ça change tout. Et donc, il nous rappelle l'importance du mode de fonctionnement de la nature, qui répond à des contraintes plurielles, qui a des temps longs, très longs, une idée de redondance et de répétition, comme nos enchaînements Tai Chi Chuan, de reformulation, des couplages souples, et donc ne jamais pousser les choses jusqu'au bout. C'est l'une des choses fondamentales dans le Tai Chi Chuan par rapport au Chan Chuan, c'est qu'on ne va jamais avoir ni une jambe complètement tendue, ni un bras complètement tendu. C'est pour ça qu'on reste toujours en équilibre et qu'on puisse développer cette rondeur. Le fil conducteur de ce que je vous propose ici et de tous mes cheminements, ça a été pendant ma jeunesse, le contact avec la forêt proche, le sport, donc des pratiques corporelles, et la lecture. C'est les trois domaines de ma vie où j'ai senti régulièrement, je n'avais pas le mot à l'époque, vécu des flow experience, donc des sensations d'ouverture, d'espace, de fluidité, une expansion d'être entier, le temps qui se ralentit et qui se suspend. Il n'y a pas d'effort, tout se fait avec facilité, on intègre les choses vraiment avec une évidence.
Et donc, c'est des expériences où on vit cet état de plénitude, on a envie de les revivre. Et donc, ça m'arrivait de manière, je vais dire, régulière, mais accidentelle. Et donc, j'avais envie de peut-être avoir une sorte de levier pour pouvoir y entrer, amener d'autres qui avaient envie de les vivre à y rentrer. Et donc, quand j'ai vu le Tai Chi Chuan, ça m'est apparu avec sa fluidité, avec son aisance, avec une expansion par le souffle de l'être entier, une manière tout à fait extraordinaire de pouvoir rentrer dans ces expériences optimales. Et donc, les applications les plus intéressantes, bien sûr, le maître avec lequel j'ai travaillé formait des militaires. Il m'a éveillé, il m'a transmis des applications martiales, mais plus j'avance en âge, l'aspect martial, je le conserve, mais pour combattre toutes les tyrannies et dogmatismes que nous vivons aujourd'hui, ce qui me semble le plus intéressant, c'est de mettre en évidence les modes de fonctionnement, comment le Tai Chi Chuan fonctionne, de les rendre accessibles dans le protocole 5, c'est toute la pédagogie progressive que Manui Feng m'a transmis et que j'ai continué à développer, non seulement dans les cours, dans les masterclass, mais aussi avec des sportifs, avec des artistes et en entreprise. Et donc, je trouve parfois un peu dommage que ces applications-là ne soient pas plus mises en évidence par les pratiquants qui restent focalisés sur des applications je te pousse, je te tire. Voilà, plutôt que de travailler ces applications-là en gestion de conflits en entreprise pour aider des sportifs à rentrer dans ces états de grâce, avec des artistes qui les vivent et pouvoir échanger avec eux. Voilà. Et donc, ici, pour conclure, puisque j'arrive à peu près dans le temps qui m'est imparti, donc, premier point, ralentir. Donc, le début a été un peu compliqué avec la mise en route ici de la keynote. Et puis, ces derniers jours, voilà, j'ai pas mal parlé, donc il a fallu que peu de temps que ma voix se trouve. Et puis finalement, voilà, on est entré dans ce sujet ralentir. Aujourd'hui, quoi que l'on fasse, on a toujours l'impression qu'on arrive trop tard. Le courriel vient à peine d'être envoyé, qu'on attend déjà la réponse de l'interlocuteur. Autrefois, nombre de métiers se transmettaient pendant plusieurs générations, puis après, chaque génération a choisi son métier. Aujourd'hui, il n'y a plus de carrière. On passe d'un job à l'autre. Job, je pense l'étymologie anglaise, c'est un petit tas de débris. Bullshit job, comme disait un de mes collègues anthropologues, on passe d'un job à l'autre. Le moteur de toutes ces accélérations, c'est bien ce que met en évidence Olivier Hamon, Rosa. Le moteur de toutes ces accélérations, c'est la compétition. Tout le monde est en compétition avec tout le monde. Le Tai Chi Chuan permet de ralentir, de se ressourcer dans une sorte de bulle à l'abri du bruit et de la fureur du monde pour y revenir avec plus de lucidité, d'énergie pour penser, ressentir de manière plus juste. Entrer en résonance, c'est bien dans un monde où on a tout séparé, relier le corps et l'esprit, la théorie et la pratique, la vie et la mort, l'art martial et l'art de vie, l'individu et l'environnement, nous reconnecter au vivant. Alors je dis, voilà, ralentir pour entrer en résonance à condition de. Donc bien sûr, nos pratiques sont corporelles et spirituelles, elles peuvent nous aider à nous transformer intérieurement pour mieux répondre aux différentes crises que nous vivons aujourd'hui. C'est le sujet des différents épisodes, près d'une centaine sur mon blog, c'est en accès libre. Et donc la condition, enfin, pour moi, c'est voir ces pratiques, mais pas en singeant leurs aspects exotiques. J'assume les termes, pas en singeant leurs aspects exotiques, mais non pas non plus en les faisant entrer dans nos systèmes réducteurs. J'ai insisté tantôt, le sport performance ou le nouvel âge un peu dans sa bulle en recherchant son bonheur tout seul. On peut entrer en résonance en comprenant les modes opératoires de ces pratiques qui nous viennent d'Extrême-Orient et en pérennisant leur esprit. Quelques liens
utiles, courriel, page avec les publications, site de notre école, blog, podcast. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, il y a une question. On me demande de les laisser la liste des auteurs et livres auxquels je fais référence. Le plus facile, c'est que voilà, vous avez mon courriel, Eric, ERIC, point. Ah voilà. Donc, je reprends partager l'écran. Voilà. Donc, ici, voilà, vous avez mon courriel, vous avez un site. Vous m'envoyez un courriel, vous cherchez sur le site taichichuan.be. Il y a 2 ouvrages qui sont en accès libre. Et donc, voilà, c'est ceux-ci, ces 2 ouvrages. Ils sont en version numérique accès libre. Et donc, vous les téléchargez. Et donc là, vous avez déjà une bibliographie assez complète. Et puis, si vous avez besoin de plus, envoyez-moi un courriel et je vous envoie. Vous regardez dans mes publications, pages, l'un ou l'autre article qui vous intéresse plus. Et là, vous avez encore beaucoup plus de références. Je vous envoie tout ça. Conseiller des stages d'été, ben, vous avez eu ici à la Fédération des arts énergétiques où j'interviens ici. Je vois université d'été, stage d'été, donc soit de ces stages-là. Si vous souhaitez suivre l'un de mes stages, vous avez site taichichuan.be Belgique. Et donc là, voilà, vous envoyez la question ou bien vous regardez. Nous avons une revue qui s'appelle Espace Taichi qui a une centaine de numéros. Donc, il y a les 20 ou 30 derniers qui sont en accès libre. Et donc, vous regardez, vous téléchargez les derniers. Donc, il y a tous nos stages qui sont repris. Il y a sur mon blog des nombres de mes livres qui sont en morceaux. Donc, là aussi, vous pouvez avoir différentes références. Nous dire ce que vous pensez des 8 potentiels et des 5 directions dans le cadre de votre conférence. Mais voilà, je l'ai dit tantôt, donc Taichichuan, c'est le fameux symbole yin-yang. Et donc pour moi, c'est cette pensée que nous a fait découvrir la théorie quantique, donc de réintroduire le sujet, de pouvoir mettre ensemble le yin et le yang, mais là derrière, l'intérieur, l'extérieur. Donc c'est la pensée du tiers inclus. Et donc après X siècles de pensée cartésienne, c'est compliqué. Puis après, il y a les 5 directions, mais c'est le centre et les 4 directions. Et donc c'est les déplacements fondamentaux du Tai Chi Chuan avant d'aller dans les 8 diagonales. Et donc la couverture de l'ouvrage ici que j'ai montré de la poussée des mains aux mains collantes, ben là vous retrouvez une image du ce que certains appellent le grand déplacement. Et donc tout le travail de
des basiques que je propose, c'est 5 exercices de base pour découvrir les principes du Tai Chi. Donc, c'est ça, les nombres importants en Chine, c'est 5. Et puis après, donc, il y a 8 techniques qu'on fait sur place et en déplacement. J'ai des ouvrages pour ces 5 exercices de base, Wukong et Pafa Pufa, pour les 5 styles de Tai Chi. C'est vraiment la base de ma pédagogie et donc tout le travail, c'est de se réinsérer dans les 8 directions. Donc les 8 techniques fondamentales qui vont s'inscrire dans les 8 directions. Tout le travail des rituels dans les pratiques traditionnelles, c'est retrouver le lien avec le corps dans l'espace et dans le temps. Et donc les 8 directions plus le centre, ça fait les 9 palais. L'ouvrage de Sun Lutang, le style Sun, c'est un des styles qui me parle le plus en Tai Chi. Sun Lutang, qui avait maîtrisé les 3 styles internes, Tai Chi Chuan, Seigyi Chuan et Bagua Zheng, explique dans son livre que pour comprendre le cœur du Tai Chi, il faut incorporer le mystère des nombres. Et il prend de 0 à 9. Et donc, tout le travail tout le long des fondamentaux, des formes et travail avec partenaires, c'est différentes techniques qu'on va intégrer dans les 8 directions, les 5 directions et puis les 8 directions avec les diagonales. Voilà, donc, s'il y a encore l'une ou l'autre question, c'est le moment. Bah, autrement, Eric, voilà, si on n'a pas plus de questions que ça, on peut peut-être à la finir sur voilà, par votre bibliographie, si les gens ont envie de vous contacter par la suite pour peut-être plus d'informations. Voilà, vous avez un site internet et vous avez aussi une adresse mail, les gens peuvent vous contacter dessus. Et Voilà. puis nous, dans le cadre de nos conférences de la fédération, on aura le plaisir de vous accueillir l'année prochaine voilà, si vous le voulez bien, Ce sera voilà, pour un grand réitérer plaisir. l'expérience une nouvelle fois. J'espère que bon, ces petits désagréments de départ, mais ça c'est toujours inhérent On comprend tout à fait. à la technique. Il y a ça, un grand merci pour votre bienveillance, votre gentillesse. Merci à tous ceux qui Exactement. ont suivi. Et puis, je rappelle juste, voilà, que le lien pour les gens qui ont raté un bout de la conférence, que le mardi, vous aurez accès à la retransmission de cette conférence jusqu'au dimanche. Donc, c'est un lien qui sera valide pendant 5 jours. Vous aurez tout le temps de regarder cette conférence, voilà, et regarder la bibliographie. Et là, voilà, revisionner ces moments phares. Et d'ici là, moi, je vous parle, enfin, voilà, il y aura, malheureusement, c'est, Attendez, mais s'il y a encore 5 minutes, je n'avais pas vu qu'il y avait des questions. J'ai répondu ah aux bah premières. oui, s'il y a d'autres Oui, parce questions en que plus, moi, j'ai, c'était déroulant, mais excusez-moi. ah oui, il y a une liste déroulante, effectivement. Parce que moi aussi, je pensais que Voilà, c'était la fin de la question. les 8 potentiels, j'ai été arrêté là. Quand le corps ralentit, que l'esprit continue à pédaler, que conseillez-vous? Une pratique encore plus lente. Je dirais que le tai chi, c'est pas que la lenteur, euh, c'est la première étape de la pratique ancienne, puis ce sont des mouvements rapides, et puis des mouvements rapides et puissants. Et donc, dans un premier temps, le corps va vite, l'esprit va vite, puis le corps va lentement, l'esprit va vite, puis à un moment, ils sont synchronisés, et on pourrait aller plus loin, c'est-à-dire que, et c'est ce qu'on vit dans les états d'expansion de conscience, de transe, c'est que le corps va vite, et dans la tête, ça continue à aller lentement. Voilà, donc c'est caractéristique des états de grâce. Ma directrice de recherche a travaillé avec des skieurs de vitesse et à un moment donné, ils passent une sorte de barrière, ils vont très vite et dans la tête, ça va lentement. Donc c'est ça, cette maîtrise, cette gestion de l'espace et du temps. Développer l'implication pour entrer en empathie avec l'autre. Ben, le premier, voilà, c'est les qualités, donc qualité d'écouter,
qualité de comprendre, qualité de se détendre. Et comme je le disais, dans un premier temps, et surtout si on veut essayer de jouer comme certains font, pousser, tirer, il reste des crispations. Donc, quand je travaillais avec Wang Kanghui, qui a été mon partenaire d'entraînement et qui a été champion de Chine nombre de fois, on passait des heures pour faire de la danse, pour vraiment sentir qu'on entrait en harmonie sans qu'il y ait la moindre velléité de pousser ou de tirer, pour vraiment sentir qu'on est complètement en face avec l'autre, qu'on a un toucher extrêmement léger. Et puis à partir de là, quand on est dans cette relation de confiance, on sent la structure osseuse de l'autre, on sent notre propre structure osseuse, et puis au-delà, on sent qu'il y a, comme je l'ai dit tantôt, une sorte de vague qui nous traverse l'un et l'autre. Et je travaille beaucoup là-dessus pour aller vers un travail à distance où voilà, on rentre, on descend en soi, et à un moment donné, je fais Wuchi, c'est-à-dire que je fais le vide et je me suis complètement connecté à l'autre pour bouger exactement en même temps que lui et laisser l'intelligence du corps trouver le mouvement complémentaire. Donc, ce sont des choses qui se développent progressivement avec toute une méthodologie. Je ne sais qu'ici, vous en donnez quelques éléments. Voilà, je n'ai pas parlé de la respiration. Pour moi, la respiration est quelque chose de clé, sauf qu'au début, on a déjà tellement de mal avec les différentes directions, avec son corps, la mémorisation des mouvements. Je ne pense pas que ça soit comme l'idée du yoga. Il y a une sorte de contrôle de la respiration. On est là dans un courant indo-européen. Ici, la Chine, c'est le mouvement, c'est pas la posture, c'est spontané. Et enfin, la façon dont je l'ai travaillé, c'est d'abord la respiration naturelle. C'est retrouver de l'espace en soi, de la détente. Retrouver, par un étirement de mes chaînes musculaires, retrouver une capacité de ma cage thoracique qui retrouve une capacité d'expansion et de compression. C'est mon être entier qui va être dans l'expansion et mon être entier qui va être dans la concentration. Et donc, c'est le mouvement qui va quelque part introduire et générer, qui va amplifier la respiration. Voilà. Pourriez-vous développer l'application? Ici, je vois que il y avait une question à répondre. Voilà, je ne vois plus de... Voilà. Bah voilà, je pense qu'on peut conclure cette soirée je peux peut-être apporter une conclusion de ce que moi j'ai compris de cette conférence. Finalement, voilà, le Tai Chi, ça reste une pratique millénaire qui peut apporter de nombreux bienfaits pour la santé physique et mentale. Et puis en se concentrant sur la respiration, la relaxation et la fluidité des mouvements, voilà, cette forme d'exercice peut aider à réduire le stress, améliorer la posture, la flexibilité, la coordination et l'équilibre. Voilà, si vous cherchez une pratique douce mais efficace pour améliorer votre bien-être, la Fédération française des arts martiaux propose, voilà, à travers ses clubs, que vous soyez à Paris, à Bordeaux, à Lyon, différentes la forme de tai chi et d'exercices pour vous accompagner, quel que soit votre niveau. Pour ce faire, voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur le ffemc.fr et trouver un club pas loin de chez vous pour commencer la pratique. Voilà. Merci pour cette remarquable synthèse. Il y a c'est au Eh ben, plaisir de vous revoir l'année prochaine. exactement. Merci beaucoup et rendez-vous pour la prochaine conférence le 2 juin, voilà, où toutes les infos sont disponibles sur le site de la ffemc.fr. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle soirée et à bientôt au sein de la fédération. Au revoir.